Charles Gave, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un truc. Je me souviens, je crois que vous l'avez découvert au mois de septembre, quand j'étais passé en septembre. Et puis, il m'a dit, viens voir. C'est Didier qui me dit, Charles, il a trouvé un truc. C'est ce qui se passe ici. De temps en temps, on s'appelle en disant, ça y est, viens voir le truc que j'ai trouvé. Et voilà, c'est marrant, c'est bizarre, on comprend pas, mais on va comprendre. On va comprendre. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que depuis 1920, quand on prend le S&P 500, donc en fait, j'ai compris par la même occasion, le S&P 500 vaut 3660 points aujourd'hui. Oui. Et en réalité, quand vous calculez le dividende, je sais pas, cette année, je crois que c'est 1,3% le dividende, Oui. donc ça vous fait 50 balles, voilà, à peu près. Oui. Donc on dit, le S&P 500 rapporte 50 €. Ça veut dire que si vous prenez 3600 points qui étaient des euros à la base, on a dit c'est 100 en 1900, je sais pas combien. Aujourd'hui, c'est 3666, ça vous fait des euros, voilà. Et en fait, Charles s'est rendu compte que quand on regarde les dividendes chaque année du S&P 500, qu'on rapporte ça en or. Depuis plus d'un siècle. Depuis plus d'un siècle, ça fait 1 gramme tout le temps. Enfin, pas vraiment tout le temps, mais ça oscille. Ça oscille autour d'un gramme. De temps en temps, ça vous donne, vous achetez avec 2 grammes d'or, vous achetez les dividendes. Ça veut dire, et de temps en temps, vous achetez avec 0,5 grammes d'or. Mais on revient toujours à la moyenne de 1 gramme. Ça oscille vraiment autour d'un gramme. Autour d'un gramme. Sans tendance. Sans tendance. Alors on se dit, putain, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie 3 mois plus tard? 3 mois plus tard, écoutez, les pauvres, ils vont s'arracher les cheveux parce que moi, je m'arrache les cheveux là-dessus depuis, et avec Didier aussi d'ailleurs. Donc, on essaye de comprendre. Alors, là, ce que je comprends, c'est ça. C'est que quand vous achetez une action, vous savez que la société dans laquelle vous investissez, un jour, elle mourra. Sa valeur sera zéro. Même si c'est dans 3 siècles. Ça n'a pas d'importance. Mais un jour, un mois, là. La durée moyenne d'une entreprise aujourd'hui, je crois, c'est entre 18 et 40 ans. Quoi. C'est à peu près ça. Donc, un jour, ça vaudra zéro. Donc, quand vous achetez cette action, et si vous la gardez toujours, la seule rentabilité de ces actions, de cette action que vous aurez achetée, ce sera les dividendes que vous toucherez. Parce que personne ne vous la rachètera quand elle vaudra zéro en fin de parcours. Quoi. Et ce que je veux dire, c'est à un moment, elle sera très chère, puis elle se va se péter la gueule, et puis puis un jour, elle terminera à zéro, quoi, c'est certain. Donc, la seule rentabilité de l'action que vous avez, vous, si vous n'êtes pas le propriétaire des bénéfices, mais juste des dividendes, c'est que vous allez toucher ces dividendes. Tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Donc, grosso modo, si, mettons, votre action dure 40 ans, elle va vous payer 40 grammes d'or. Ce qui est à peu près ce que vous aurez mis comme capital au début. Donc, grosso modo, c'est le système qui est mis en marche par le marché pour vous rembourser votre capital sur une longue période. Et je suis pas certain, mais je suis à peu près quand même que ça doit correspondre à peu de choses près au niveau d'équilibre entre la prise de risque et la non-prise de risque dans le marché des actions. Parce qu'il faut pas oublier, quand vous achetez une action, quand vous achetez une obligation, vous prêtez votre fric, et puis dans 10 ans, on vous rend les 100 € que vous avez mis dans l'obligation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous ne prenez pas de risque sur le capital. Mais quand vous achetez une action, vous abandonnez votre capital et vous espérez que quelqu'un va vous le racheter plus cher. Mais si vous prenez sur le très long terme, personne ne vous le rachètera plus cher parce que ça vaudra zéro. Donc il faut que la somme des dividendes fasse la maille. Fasse l'argent que vous avez mis au début. Et comme le rendement étant à 2%, donc ça vous fait peut-être, il faut 40-45 ans pour que la somme, peut-être 40 ans, pour que la somme... Pour tout vous dire, depuis des mois avec Charles et Didier, on se casse la tête sur ce graphique et nous ne sommes toujours pas satisfaits de l'interprétation à lui donner. Pourtant, il semble bien qu'un tel phénomène corresponde à quelque chose de bien réel et de fondamental. Je vous propose donc aujourd'hui de réfléchir ensemble à ce casse-tête chinois. En plus, on va pouvoir aborder plein de sujets sympas en cheminant. Tout d'abord, revenons sur la valeur d'une action. Lorsque je lance une entreprise, il me faut du capital sous une forme ou sous une autre. Si je lance une usine pour fabriquer des chaises, on imagine bien qu'il me faudra acheter des machines. Même pour une chaîne YouTube, il me faut du capital. Ce ne sera pas du matériel, car on peut démarrer avec son ordinateur et un téléphone portable. Mais il va me falloir au moins du temps. Et le temps, ça se paye. Ensuite, au fur et à mesure de l'activité, mon capital investi va se déprécier. Mes machines vont vieillir et mon temps ne sera plus récupérable en tant que tel. Mais
En même temps, je vais vendre des chaises ou gagner de l'argent grâce à YouTube, donc je vais avoir un flux de revenus en face. La grande idée de la valeur d'une action, c'est que l'on donne de l'argent d'un côté, en investissant, en espérant avoir un flux de revenus dans l'autre sens. Le capital est bien perdu. Même si je revends mes machines à fabriquer des chaises, elles seront revendues d'occasion au temps de fonctionnement qu'il leur reste. J'aurai donc bien consommé du capital. Et c'est pour ça que la valeur d'une action, en théorie, est égale à la somme de la part des revenus futurs qui seront consacrés à la rémunération de l'actionnaire. Ensuite, on actualise ces revenus car les dividendes de dans 10 ans ont moins de valeur que les dividendes de l'année prochaine. La raison est simple, les dividendes futurs de 2030 vont subir l'inflation et le risque que l'entreprise fasse faillite d'ici là. C'est pour cette raison que l'on dit que la valeur d'une action est égale à ses revenus futurs actualisés. On prend en compte la dégradation de l'argent par le temps. Eh bien, ce fichu graphique, couplé au graphique qui valorise le S&P 500 en or, apparemment, nous explique le contraire. Sur un siècle, lorsque l'on regarde la valeur du S&P 500, l'indice phare de l'économie américaine, non seulement la valeur de l'indice en or a l'air plutôt stable, mais en plus, les dividendes générés par l'économie américaine chaque année sont strictement les mêmes, plus ou moins les variations cycliques. C'est précisément ces cycles que nous essayons de saisir dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave lorsque les équipes de Guillaume vous proposent une action chaque mois. L'objectif est de trouver des entreprises décotées par rapport à leur tendance de long terme afin d'acheter en bas de cycle pour pouvoir revendre plus tard en haut de cycle. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Et c'est là que le casse-tête commence. Alors, en termes d'enrichissement sur le long terme, il est bien là. N'oubliez pas que lorsque l'on a payé les dividendes, on a déjà payé les fournisseurs en tout genre et les salaires, et toutes les formes de rémunération des dirigeants qui ne sont pas liées aux dividendes. Il faut aussi comprendre que l'or est un actif rare, donc les prix sont structurellement stables. Il ne peut pas y avoir d'inflation avec des prix exprimés en or, car on ne peut pas imprimer d'or. Donc, ce graphique semble nous laisser penser, et je le dis avec beaucoup de pincettes car on réfléchit encore à tout cela, qu'acheter des actions ne fait que conserver la valeur. Le rapport entre les actionnaires qui perdent plus de capital que ceux qui n'en gagnent serait constant. Alors attention, aujourd'hui le pouvoir d'achat d'un gramme d'or contient beaucoup plus de richesse qu'il y a un siècle, puisque pour 10 grammes d'or aujourd'hui je peux avoir un smartphone, ce qui n'était pas possible en 1925, vous en conviendrez. Mais dans le même temps, une vache coûte toujours à peu près une once d'or, soit dans les 1500 €. En économie, on dit que la vache, à l'inverse de l'électronique, n'a pas connu de gain de productivité. Donc, nous sommes collectivement plus riches, mais si vous convertissez tout cela en or, vous avez un système monétaire tout à fait stable. Ce graphique semble nous dire que, en moyenne, sur la totalité de l'espérance d'une vie d'une entreprise, il y a autant d'actionnaires qui ont perdu de l'argent que d'actionnaires qui en ont gagné. Étonnant, n'est-ce pas ? Dans ce cas, la plus grosse rémunération va à l'entrepreneur capable de lancer des entreprises avec de nouvelles idées et de les vendre pour qu'elles soient exploitées par d'autres jusqu'à sa mort. Ou alors, la rémunération va aussi au spéculateur qui est capable d'acheter bas et de revendre haut. Voilà, c'est un peu toutes les pistes, alors c'est vrai que c'est pas forcément encore très très clair, mais je trouve ça intéressant de se questionner comme ça sur un processus de découverte de l'information en finance qu'on n'a pas encore compris, et je doute pas que Charles et ses équipes, et notamment Didier, finiront par revenir vers nous avec une explication tonitruante, et je manquerai pas de vous tenir au courant, parce que pour l'instant on n'y est pas, mais c'est ça aussi la recherche en finance. Alors, qu'en pensez-vous ? Discutons-en dans les commentaires. Justement, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est calculer. Il doit y avoir des périodes où on récupère son capital très vite, et des périodes où, quand le marché est très cher, où on met très longtemps. Donc je voudrais essayer de calculer l'espèce de sinusoïde qui doit me donner à peu près le truc. Ça, le timing. Le moment où il faut bourrer sur l'un plutôt que sur l'autre, quoi. Parce qu'il y a une autre chose aussi qu'on se dit, c'est le S&P 500, c'est ce qui a le mieux marché avec le Nasdaq en termes d'indices depuis toujours quasiment. Et on nous dit, ouais, ça a été multiplié par 400, je crois, en un siècle, le S&P 500, ou 800, je sais plus, mais c'est vraiment plusieurs centaines.
L'or multiplié pareil. Voilà. Et en fait, quand on enlève le facteur monétaire, en prenant un n'a gramme pas d'or, gagné il y a d'argent. toujours à peu près autant d'or sur Terre, plus ou moins ce qu'on ramène tous les ans, mais on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment plus riche? Est-ce qu'on Non, a vraiment... parce que les actions vous protègent très bien contre l'inflation monétaire. Ça, ouais. Et protègent votre capital si ça dure assez longtemps. Voilà. Mais est-ce qu'on a vraiment gagné quelque chose à la fin? Bah, si je regarde sur mes courbes, non. C'est ça qui paraît fantastique. Enfin, c'est là où on a du mal à... Est-ce que la rentabilité de l'économie au XXe siècle était si explosive que ça par rapport à avant? Ah ben non. Si on enlève le facteur monétaire et qu'on met tout en or, on dit bah le S&P 500 sur l'or, ça fait ça, c'est plat. C'est plat. Et les grammes d'or par an, c'est plat aussi. C'est plat aussi. On a gagné quoi? Enfin, est-ce qu'on a on a gagné, si vous voulez, la seule façon de gagner, c'est de ne pas rester dans les mêmes actions. Parce que par exemple, si vous achetez les 10 plus grosses capitalisations boursières en 2000, vous savez quand il y avait la bulle, il y en a 7 qui sont mortes, etc. Donc là, donc si vous sortez de celles qui sont en train de se péter la gueule pour se mettre dans celles qui ont peut-être une espérance de vie un peu plus longue, là vous devez gagner. Parce que vous allongez la durée du moment où ça va aller à zéro, quoi. Oui, parce qu'on renouvelle les gars, quoi. Quand le cheval est fatigué, on en met un nouveau. On en met un nouveau, c'est comme les chevaux de poste autrefois, si vous voulez, il y avait un relais de poste tous les 30 km. Le Pony Express. Le Pony Express pour changer les bourrins, quoi. C'est ce que vous faites avec Capital, vous changez les bourrins de temps en temps. Mais si vous ne les changez pas, vous gagnez rien. En fait, vous gagnez rien, vous gardez votre capital et vous avez un revenu convenable. Ce qui est pas mal. Et en fait, ce qu'on oublie de dire là-dedans, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les dividendes dans une société. C'est-à-dire le dividende, c'est le remboursement du capital. Mais... Et par contre, entre-temps, on a payé des salariés, on a payé le patron, donc on a fait vivre plein de gens. Et on a payé des impôts à l'État qui vit grassement et tout quoi. C'est-à-dire que l'actionnaire, lui, a rien gagné. Il a rien gagné, mais il a conservé ce qu'il avait quand même, ce qui est pas mal. Ouais, mais le rentier, ça n'existe pas, un rentier. Hein. Le rentier, c'est plus difficile. Ou alors, il ne faut pas confondre stratégie, c'est-à-dire que sur une entreprise, on ne gagne rien. Oui, mais justement, en changeant d'entreprise, et c'est toute l'astuce des indexeurs, c'est qu'automatiquement, dès qu'une société commence à sous-performer, ils la sortent. Et ils en mettent une qui fait bien. Bon, alors ils vont se tromper 2 fois sur 3, mais quand même, sur le long terme, ils remettent des entreprises qui ont une espérance de vie beaucoup plus longue que les autres, et donc, c'est pour ça que ça fait souvent mieux que les gérants classiques. Ça veut dire que garder une action jusqu'au bout, on est sûr de perdre. Absolument. Absolument, ça c'est certain. Parce qu'on perdra le capital de base. On perdra le capital de base. Par contre, on aura gagné les dividendes, et c'est là où ça fait zéro, quoi. Voilà. Par contre, si on renouvelle les bourrins, si on renouvelle les bourrins, vous gagnez, mais en plus, si vous voulez, vous pouvez avoir la chance de tomber sur une action. J'avais lu une étude très intéressante il y a quelques années qui regardait combien de temps il fallait pour imposer une marque. Si vous voulez... les fameux châteaux forts de Warren Buffett, Coca-Cola, c'est une marque. Voilà, une marque, mais il a fallu 60 ans pour l'établir. Et un truc comme Google, il a fallu 10 ans. Donc, la durée pour établir une marque est devenue beaucoup plus courte, mais probablement la durée de vie de la marque aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que quand on regarde les marques qui étaient dominantes en 2000, je sais pas, Intel, elles ont perdu 80%, 90%, 100%. Donc, ça veut dire que ce travail, compte tenu du fait qu'on est dans une société qui est un renouvellement schumpeterien monstrueux, là où il y a des tas de nouvelles inventions tout le temps, ça veut dire qu'il faut que la rotation avec l'intérieur de vos portefeuilles soit beaucoup plus forte que quand on achetait Royal Dutch et Schumpeter, et je veux dire et Schlumberger, et quand on était tranquille, oui, on partait en vacances, il ne se passait jamais rien, hein. On touchait ses dividendes. Mais je trouvais les Royal Dutch et les Schlumberger et les IBM d'aujourd'hui, c'est qu'adore, quoi. C'est pas facile. Mais vous savez, cette histoire des prix et du retour à l'équilibre des prix, c'est un truc qui est extraordinairement fondamental et que les gens comprennent pas bien. Et c'est là où Keynes a fait des dégâts terribles, c'est qu'il a, normalement, dans une économie classique, les prix reviennent toujours à l'équilibre, ça monte, ça baisse, on n'est jamais au bon niveau, mais enfin, on tend vers le bon niveau, puis on le dépasse, c'est comme la parité des pouvoirs d'achat, on va souvent passer ensemble. Bon. Donc, les prix retournent. Mais un type comme Keynes a dit, dans les années 30, parce qu'on a fait des tas de bêtises, il y a des systèmes où, dans le fond, on trouve un équilibre qui est plus bas que l'équilibre souhaitable. Donc, à ce moment-là, l'État doit intervenir. On va encore savoir quel est l'équilibre souhaitable. Ben voilà. Alors, depuis, tous les hommes politiques
sont persuadés que leur intervention va amener un équilibre plus élevé. Mais en fait, si vous regardez historiquement, ça a toujours amené un équilibre plus bas. Mais ça n'empêche que ça donne une justification théorique à tous les politiques pour intervenir sans arrêt dans les mécanismes des prix. Et du coup, nos systèmes sont en train de dérailler massivement, quoi. Parce que les prix, c'est un signal. Et on se rend compte que en fait, les marchés sont ultra efficients sur le long terme. Sur le long terme, et c'est ça qui me bouleverse le plus, c'est qu'est-ce qui... Donc, dans un marché, je sais pas, comme prenons le marché d'échange aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de milliards de dollars qui tradent sans arrêt. Tout le monde se dit, mais c'est de la folie, pourquoi ils tradent? On faut arrêter tout ça. On va mettre une taxe financière sur les transactions. On va mettre une taxe pour être sûr que ça marche pas. Et très bien, vous pouvez dire ça, mais c'est d'une telle complication que qu'est-ce qui donne l'idée à un homme politique que son intervention va amener un meilleur résultat? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même... Ce qu'ils font, c'est ce que dit toujours Didier d'ailleurs, c'est que M. Chevènement, il y a 30 ans, a dit qu'il fallait qu'il y ait 80-90% des gens qui aient le bac, je ne sais plus combien. Ouais. Ben, ce qui s'est passé, c'est que le niveau du bac s'est écroulé. Et le niveau de nombre de chômeurs a augmenté. En Suisse, ils sont les deux 70% à arrêter avant le bac. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de chômeurs. Ben non, il y a des gens qui bossent. Parce qu'ils ont un métier. Ils ont un métier, ils ont appris des trucs. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est... Donc, vous dites, il faut que la dégradation de Chevènement, il faut que tout le monde ait le bac. Tout le monde dit bravo, c'est une bonne idée, 80%. Parce que tout le monde pense que les gars, 80%, ils auront le niveau des gars 30 ans avant. Mais en fait, ils n'ont pas le niveau du certificat d'études 30 ans avant, quoi. Donc, on a fait monter... C'est une dévaluation monétaire. Et on a dévalué les diplômes pour pouvoir en donner à tout le monde. Ben, et là, on a dévalué la monnaie pour pouvoir la distribuer gratuitement. C'est la même chose. Mais ce qui veut dire que si le S&P 500 est explosif en termes monétaires, et qu'il y a plein de choses qui ne sont pas explosives à raison de 2-3%, en fait, ça veut dire qu'on s'est appauvri sur plein de secteurs, en fait. Que le S&P 500 conserve la valeur, et que le reste, c'est un appauvrissement. C'est un appauvrissement. Mais regardez, par exemple... Donc on n'est pas forcément dans une phase de croissance comme on ben pense. surtout... Sur le siècle dernier, sur le siècle dernier, d'un siècle. Hein, mais tout à fait. Où on dit les 30 glorieuses, tout ça. Regardez, moi, j'ai passé quelques années de ma vie dans une petite ville dans le sud-ouest charmante qui s'appelle Auch. Ben, Auch, si vous voulez, dans les années 60, c'était une petite ville où il se passait plein de choses. Il y avait l'Hôtel de France qui était un restaurant de 2 ou 3 étoiles. Il y avait des commerces partout, ça marchait le tonnerre de Dieu. Vous voyez, c'était une petite ville. Il faisait bon y vivre parce que c'était marrant, quoi. Il y avait le marché sur le samedi, le vendredi ou le samedi, c'était sur les allées des Tigny, c'était superbe. Bon. Aujourd'hui, vous y allez, c'est complètement mort. Mais il ne se passe plus rien. Il n'y a plus rien. Les volets sont fermés, les maisons sont fermées, tout est fermé. Et par contre, Toulouse a explosé. Tout s'est barré, en ville ou à l'étranger. En ville, ouais. Donc, quelque part, Toulouse s'est enrichi, mais Tulle, Auch, Castres, Mazamet, ils ont tous crevé. Alors... Et du coup, est-ce qu'en moyenne, on est si riche que ça? Quand on compare les riches et les pauvres, c'est pas dit, quoi. C'est pas dit. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y avait une espèce de classe moyenne, souvent commerçante, etc., qui vivait très bien dans ces villes, et qu'elle n'existe plus. Vous avez le Carrefour à la sortie, comme tout le monde, mais Carrefour, ça fait pas des boulots très intéressants. Enfin, je veux dire, les caissières chez Carrefour, c'est quand même pas... Ou mettre les trucs dans les rayons, c'est pas... J'ai fait, c'est pas exaltant. Oui. Pour l'avoir fait, c'est pas exaltant. Ben voilà, c'est ça, c'est pas exaltant, quoi. Donc ça pose la question, si vous voulez, de la mesure monétaire de la richesse. Il y avait des tas de choses qu'on ne mesurait pas autrefois, mais qui faisaient partie du niveau de vie, quoi. C'était... moi, par exemple, on avait une dame qui élevait des canards. Et donc, elle connaissait chacun de ces canards et tout, donc on achetait des canards pour faire du foie gras, vous vous en doutez bien. Bon, c'était très sympathique, j'aimais beaucoup. Mais quand vous achetiez le canard, vous saviez jamais la taille du foie. De temps en temps, vous aviez un truc comme ça qui était mou. De temps en temps, vous aviez un foie d'1,5 kg. Et il n'y avait pas moyen, en le tâchant, de savoir si la bête allait vous donner 1,5 kg. On ne pouvait pas faire un petit trou pour regarder, quoi. Non, elle vous vendait le canard avec le foie dedans, et ça, vous ne le saviez pas. Ouais. Et donc, c'était rigolo. Et puis on faisait notre foie gras nous-mêmes. Bon, quelle valeur monétaire ça a, ça?
Maintenant, j'achète des foie gras, d'ailleurs, qui sont la plupart du temps dégueulasses, faits en gris ou je sais pas où. Et je les finis pas, parce que je me dis ça n'a aucun intérêt. Ouais, il y a toute une dimension. Alors, je bouffe des cerises à Noël, à 40 € le kilo. Mais autrefois, je bouffais des oranges, elles étaient bonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Des cerises qui viennent du Chili ou je sais pas où, mais j'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin de bouffer des cerises à Noël. Mais par contre, ça va dans le PIB. Non, il y a tout un tas de trucs qui collent pas, là. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui y ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.